Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités ou les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec l'art à la une, le résumé des actualités qui ont animé le monde de l'art cette semaine. Un résumé qui vous sera proposé par Alix Nguyen. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nolan Frédéric Darmon, le directeur général de Next Art Capital, qui évoquera avec nous le LOA, la location avec option d'achat d'œuvres d'art, un mécanisme assez particulier qu'il va détailler avec nous en plateau. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où cette fois-ci nous reviendrons sur les niveaux de taux de vos crédits immobiliers. Sont-ils en train de remonter et quel impact cela peut-il avoir sur le marché immobilier en France? Nous en parlerons avec Cécile Rocklord, directrice des études d'Empruntis. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une où nous revenons sur les actualités qui ont animé le monde de l'art cette semaine. Un résumé qui nous est proposé par Alix Nguyen. Bonjour Alix. Bonjour Nicolas. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Alix? Eh bien on commence avec le très attendu rapport de Claire McAndrew, sponsorisé par Art Basel et publié cette semaine. Pour rappel, il permet de donner une vision globale du marché de l'art. Or, il semblerait que ce dernier ait retrouvé son niveau d'avant Covid-19. En atteste l'excellente santé du marché avec un chiffre d'affaires en 2021 de 65,1 milliards de dollars, soit une hausse de 29% par rapport à 2020. C'est aussi plus que les 64,1 milliards de 2019. On retient aussi que les grandes maisons de vente aux enchères et les galeries de très haut niveau sont clairement les bénéficiaires de la reprise. Si le nombre de pièces cédées reste moindre, il se fait à des prix très élevés. Les collectionneurs ont, semble-t-il, privilégié la sécurité des transactions privées au détriment des ventes publiques plus risquées. L'augmentation des ventes de gré à gré est estimée à 32%. Et puis on relève par ailleurs que les marchands ont particulièrement souffert de la longue absence des foires et des expositions. Les foires qui en 2019 représentaient 43% des ventes réalisées par les galeries. Ce chiffre s'est réduit à 13% en 2020 pour atteindre 29% l'année dernière. Alors ça c'est pour la vision globale que nous donne le rapport, Alix. Et si on se concentrait à présent sur les régions? Eh bien, on s'aperçoit qu'après une chute d'un quart des ventes en 2020, le marché de l'art américain a repris du poil de la bête avec des ventes en hausse de 33% pour atteindre un peu plus de 28 milliards de dollars. Le marché américain conserve donc sa position de leader avec une part de marché mondial qui grimpe à 43%. La Chine arrive en deuxième position avec une part de 20%. Elle détrône un Royaume-Uni esquinté par le Brexit. Le Royaume-Uni dont la part a chuté de 3% pour atteindre 17%, soit son niveau le plus bas en 10 ans. Et alors Alix, sans surprise ou peut-être avec, vous allez nous le dire, le marché de l'art numérique est lui en pleine croissance. Et oui, notamment chez les jeunes collectionneurs. Si les supports traditionnels dominent toujours en termes de valeur, l'année dernière, 11% des dépenses des collectionneurs fortunés ont été consacrées à l'art numérique. Sans trop de surprise, les NFT sont l'événement 2021. Pour la première fois, ils ont été inclus dans le rapport Art Basel UBS, dont on apprend que le marché des NFT liés à l'art a été multiplié par plus de 100 en 2021 pour atteindre 2,6 milliards de dollars. Et puis un dernier fait notable, en moyenne, les NFT liés à l'art sont détenus pendant un peu plus d'un mois avant d'être revendus. Et alors on continue avec quelques actualités dans ce monde de l'art. Alors des actualités qui font écho à une actualité géopolitique, en l'occurrence, de nouvelles contraintes visent la Russie, Alix. Oui, des contraintes qui pèsent sur le marché de l'art dans le cadre des mesures de sanctions à l'égard de la Russie. Le Conseil des ventes volontaires a diffusé un communiqué visant à rappeler les dernières restrictions de commerce. On retrouve à titre d'exemple l'interdiction de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter directement ou indirectement les articles de luxe d'une valeur supérieure à 300 € à des personnes physiques ou morales en Russie.
Et alors on termine avec une actualité un petit peu qui est hors du commun pour le coup. On va peut-être bientôt voir des sculptures envoyées sur la Lune. Et oui, la nouvelle a fait le plus grand bruit hier. L'artiste Jeff Koons veut envoyer des sculptures sur la Lune, histoire de marquer son entrée dans l'univers des NFT. C'est une annonce des galeries Pace. On a peu de détails sur le projet. Pour l'heure, on sait qu'il s'agira d'un groupe de sculptures et que le voyage aura lieu plus tard cette année. À chacune des œuvres sera rattaché un NFT qui sera quant à elle vendu sur Terre. Donc là, on a un mix des deux. D'un côté, on va dans l'espace et de l'autre, en plus, on y associe un NFT. Merci beaucoup, Alix Nguyen, pour ces actualités donc, du monde de l'art cette semaine. On enchaîne à présent avec l'interview de l'art à la une et nous avons le plaisir de recevoir tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine Nolan Frédéric Darmon. Bonjour Nolan Frédéric Darmon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le fondateur de Nexart Capital et d'Art tout prix. Et on va évoquer avec vous un mécanisme assez méconnu, en tout cas du grand public, le fait de pouvoir louer une œuvre d'art avec option d'achat. C'est amusant, c'est nouveau comme dispositif ou c'est quelque chose qui existe depuis qu'on peut acheter des œuvres d'art ? Alors ça existe depuis qu'on peut acheter des œuvres d'art, mais ça fait suite justement aux limitations pour les lois autour du mécénat artistique pour faire entrer l'art dans l'entreprise. D'accord. Sur l'article 238 AB qui ne permettait pas aux sociétés d'enrichir leur collection ou même d'acheter les œuvres d'art à l'issue de la location. Le mécanisme de l'article 238, c'est j'achète des œuvres d'art, je déduis une part de mon chiffre d'affaires, mais c'était limité à 20 000 € et aux artistes vivants. D'accord. Donc, grâce à la location et au leasing, qu'on applique normalement dans les charges d'exploitation d'entreprise, eh ben, on a fait rentrer l'art dans l'entreprise sous forme de location financière. Donc là, vous évoquez l'entreprise, ça veut dire que c'est un mécanisme qui est à destination, dans un premier temps, et principalement des entreprises. Pour Alors, le coup. entreprise, profession libérale, chef d'entreprise et particulier. Alors, pour le particulier, on va faire de la location mensuelle par rapport à un crédit classique. Et s'il veut l'acheter, il va l'acheter. Mais le mécanisme s'applique et est plus intéressant pour l'entreprise. Ouais. Et il y a différentes solutions de financement. Alors, on voit deux solutions de financement. Le crédit bail classique, D'accord. où là, il y a une location avec option d'achat à l'issue du contrat de location. Sauf que la difficulté, c'est que c'est enregistrer une charge de crédit dans le bilan de l'entreprise. Alors là, on perd tous nos aficionados en art, mais on gagne tous les comptables des entreprises. Non, Effectivement, il faut leur expliquer. Pour un optique patrimonial et pour un objectif justement de capacité d'emprunt pour le développement d'une entreprise normale, c'est un peu problématique. Alors l'œuvre d'art, c'est pas une charge amortissable. Et alors les comptables et les génies à Bercy ont mis l'art en location financière car les loyers sur les œuvres d'art sont amortissables au même titre qu'une plante, qu'un objet de décoration. D'accord. Donc on part du principe que ça perd de la valeur avec les années. Alors justement non, si vous êtes bien conseillé, bien acheté à l'entrée, vous pouvez accumuler les avantages fiscaux et les solutions de financement liées à la location financière et gagner de l'argent. D'accord. Puisqu'à l'issue justement du contrat de location, alors c'est 13 mois minimum, jusqu'à 48 mois, et à l'issue de ce contrat, en fait, lorsque la location s'éteint, eh ben, le loueur qui a financé ou qui a proposé l'œuvre à la société offre le choix à la société, soit de racheter l'œuvre pour une valeur résiduelle qui est estimée entre 3 et 7% de la valeur initiale, soit à une personne particulière qui aura été identifiée lors de la conclusion du contrat. Ça, c'est le premier mécanisme. Ça, c'est le deuxième, parce que le crédit bail, c'est assez restrictif en termes de garantie d'emprunt. La location financière, il faut savoir que ça n'altère pas la capacité d'emprunt. Tout est en charge en location financière. L'article, alors on va les perdre, mais c'est l'article 39 du Code général des impôts. Ça y est, c'est bon, c'est perdu. Ou le plan comptable général 60-68 pour l'aménagement des bureaux et la décoration. D'accord. Donc c'est complètement légal. Ces loyers sont étalés dans le temps. Et ça vient justement diminuer l'impôt sur le revenu. Donc soit l'impôt sur les sociétés, soit l'IRPP pour les professions libérales et les médecins. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous constituez une collection, vous véhiculez une image, une créativité artistique pour vos salariés, puisqu'il y a une obligation quand même d'exposer les œuvres d'art dans vos locaux. Et à l'issue de cette location, ben, vous avez le choix, vous dites bah, je garde ou je rends, ou sinon ben, je fais acheter à quelqu'un que je connais, un particulier. D'accord. Et c'est quoi les caractéristiques d'une œuvre louée par une entreprise, contrairement à celle louée par un particulier, par exemple? Alors, c'est exactement les mêmes, en fait. C'est juste le mécanisme, en fait. Bon, après, il faut quand même montrer patte blanche, il faut que la société soit solvable. Alors, nous, chez Nexart Capital, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la création de valeur et qu'on cherche des œuvres qui sont bien sourcées et au juste prix. Donc, la caractéristique va être la même. On va répondre aux objectifs patrimoniaux de la société. Si elle veut de l'achat-plaisir ou si elle veut exposer un jeune artiste, ou si elle veut du confirmé pour faire une thématique autour de l'urbain ou du contemporain. Et également, bah, on va répondre, est-ce qu'ils veulent créer de la valeur? Est-ce qu'ils veulent payer très cher quelque chose qui ne vaut pas cher ou est-ce qu'ils veulent payer juste prix? Donc on va trouver peut-être du Koons,
Si l'entreprise est solvable, on peut exposer du Kunz pour D'accord, faire donc on peut faire de la location d'œuvres d'art avec des artistes qui ont pignon sur rue et qui intéressent beaucoup déjà les collectionneurs. Exactement, parce qu'en toute façon, on va se fournir auprès des galeries, auprès des maisons de vente et auprès des particuliers ou des collectionneurs qui souhaitent vendre leurs œuvres. En fait, nous, Nexart Capital, on va se substituer à l'entreprise, on va l'acheter l'œuvre d'art. Et après, vous allez la relouer finalement On va la relouer à la société qui paiera les loyers à la banque, partenaire qui aura financé l'action. Ouais. Et donc nous, on va porter l'œuvre d'art, les loyers seront payés, à l'issue de ces loyers, l'entreprise décidera si elle veut racheter l'œuvre d'art pour une valeur résiduelle ou si c'est un particulier. Et globalement, vous constatez plus que les gens optent pour le renouvellement ou pour l'achat à terme de l'œuvre ? Vu que les conditions, vu que vous avez été financé, on va dire, sans endommager votre capacité d'emprunt, souvent ils rachètent. Ouais. Parce que ça fait toujours plaisir de s'être acheté un Kunz dans la durée, de l'avoir loué, et qu'au final, il vous reste une petite partie. Bien sûr. Pour acquérir une collection. Donc nous, en tout cas, nos clients, que ce soit profession libérale ou chef d'entreprise, ils optent pour cette solution. Parce qu'il faut savoir, donc les loyers sont déductibles, vous faites des économies d'impôts, et en plus, vous n'altérez pas votre capacité d'emprunt. Donc c'est formidable, parce que pour un médecin qui veut après acheter des machines qui sont très lourdes, il peut ça n'impacte pas la possibilité de faire des investissements pour l'entreprise. Peut-être un mot sur les durées de location. Il y a des engagements minimums. Alors l'engagement minimum pour entrer dans le cadre comptable, c'est 13 mois. D'accord. Voilà. C'est pas énorme. Alors effectivement, si c'est un jeune artiste, effectivement, on imagine que la valeur fait que ça peut se justifier. Mais sur un Jeff Koons, ça fait quand même des loyers qui doivent être assez conséquents. Voilà, après, vous avez un petit dessin de Jeff Koons, on n'atteint pas les 40 millions d'euros. Mais en tout cas, oui. Alors, il faut savoir que plus la durée est courte, plus c'est rentable. Parce qu'on va acheter l'argent. Donc, c'est un coût de crédit. Et c'est vrai que parfois, ça peut être plus cher que si vous avez fait un emprunt bancaire. Mais c'est vrai que sur des petits artistes, vous pouvez vous offrir une œuvre pour 100 euros, 200 euros par mois. Et il y a une durée maximum Alors, c'est 48 mois pour la location financière. Okay. Et c'est 48 mois pour le crédit bail et 60 mois pour la location financière. Le crédit bail, c'est une option d'achat pour la société. La location financière, la location s'éteint. Moi, loueur, financeur de l'œuvre, je propose à la société de le racheter pour une valeur résiduelle. Voilà. Donc, en gros, c'est 13 mois minimum, jusqu'à 60 mois pour la location financière. Et pour le crédit bail, c'est de 12 mois à 48 mois. Et concernant le montant, il y a un montant minimum ? Alors, le montant minimum va dépendre des fondamentaux comptables. Un bilan, un cabis, et est-ce que l'entreprise est solvable à terme. Donc, si je ne fais pas plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, je ne peux pas acheter des œuvres qui dépassent un certain montant, c'est ça ? Ça va être difficile, sauf si la durée est courte. D'accord, donc il faut qu'on soit capable à terme de pouvoir racheter l'œuvre avec sa trésorerie pour pouvoir louer l'œuvre en question. C'est ce que vous nous dites ou... Non, il faut être un peu... Voilà, il y a des ratios comptables qui font que est-ce que vous êtes solvable, pérenne, est-ce qu'on peut s'engager. Si vous avez un compte, c'est que vous faites 1 million d'euros, forcément, aussi bien les établissements bancaires que nous-mêmes qui sommes garants et de ces œuvres, on n'ira pas là-dessus. Parce que c'est peut-être là où il faut préciser, si j'ai bien compris, on va essayer de simplifier avec mes mots ce que vous nous avez dit, c'est qu'en fait, c'est un engagement tripartite. Il y a vous, l'entreprise, la banque. Vous achetez l'œuvre, vous l'achetez à crédit du coup avec la banque ou vous l'achetez... Alors nous, on a un établissement financier qui est partenaire. Donc en fait, que ce soit l'établissement bancaire ou nous, en fait, c'est nous qui validons la garantie de solvabilité. On met l'œuvre à disposition de l'entreprise, de l'entreprise ou de l'entreprise. Qui vous loue du coup l'œuvre. Qui nous loue pendant la durée du contrat initial. Dans ce contrat initial, on a déjà mis les conditions de sortie. Donc qui va racheter, est-ce un particulier ou est-ce un chef d'entreprise ? Et lors du dernier loyer, la valeur d'achat est déjà identifiée. Donc c'est généralement entre 3 et 7% de la valeur résiduelle. D'accord. Non, parce que comme vous disiez tout à l'heure que c'était l'entreprise qui remboursait finalement la banque, parce qu'elle le fait directement, ou en fait c'est parce que comme elle vous loue à vous, ça rembourse l'œuvre... Ça rembourse à nous, exactement. D'accord, ok, oui, je comprends. Mais donc c'est quand même tripartite effectivement dans le montage financier, mais effectivement la société n'est engagée que vis-à-vis de vous. Exactement. Et c'est quoi l'intérêt pour l'artiste d'avoir recours au leasing ? L'intérêt pour l'artiste, en fait, c'est qu'il a une capacité de rentrer le monde de l'entreprise, il a une capacité d'être racheté. Et comme ce n'est pas une trésorerie personnelle d'un particulier, c'est quand même plus évident et plus facile. Ça va démultiplier, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets autour du mécénat artistique, c'est pour ça que les entreprises de plus en plus font appel à ce mode de financement, et ça va augmenter sa visibilité. Et comment vous constituez votre vivier d'artistes Alors nous, chez Nexart Capital, on a l'ambition de connaître et faire connaître les artistes sur lesquels investir. Nous, on fait de la création de valeur autour de l'art, comme un concern d'investissement financier qui oriente vers des produits financiers. Nous, on oriente vers des artistes, soit confirmés au juste prix, soit en devenir,
Donc en fait, on sélectionne des gens qui sont motivés, qui ont déjà un passé et qui ont un vrai potentiel de création de valeur en durée. Voilà. Une dernière question pour finir. Comment faire le lien avec le particulier? Parce que là, on parle beaucoup de l'entreprise. Vous nous avez dit qu'il y avait des mécanismes qui permettaient aussi à un particulier de racheter. C'est possible à terme, si on est dirigeant de l'entreprise, de racheter une œuvre qui a été louée par l'entreprise? À titre particulier, exactement. C'est établi en contrat initial. Et donc ça veut dire... La location s'éteint et en fait, moi, Nexart Capital, je vends à qui je veux. D'accord, ok. Puisque le tableau a déjà été payé, par exemple. Et puisque le tableau aurait été loué, donc l'entreprise aura pu en bénéficier et le particulier, quel qu'il soit, n'aura plus qu'à payer la valeur résiduelle. Exactement. Merci beaucoup Nolan Frédéric Darmon d'être venu nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette location avec option d'achat d'œuvres d'art. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Nexart Capital et d'Art2Prix. Merci également Alix Nguyen pour ses actualités cette semaine et pour avoir accompagné ce rendez-vous de l'art à la une. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre l'évolution des taux de crédit immobilier à la fin de ce premier semestre et regarder un petit peu comment ils ont évolué depuis le début de l'année 2022. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour Nicolas. Alors on entend de plus en plus, on lit même que les taux de crédit immobilier commenceraient à remonter. Alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif dans un contexte assez incertain, encore que des actualités récentes, notamment au niveau de la Banque centrale américaine, peuvent expliquer un petit peu le mécanisme. Mais est-ce que vous, chez Empruntis, vous constatez dans vos échanges avec les banques que les taux commencent à remonter ? Oui, clairement. Je suis désolée de vous décevoir, mais la remontée des taux est là. Elle est là depuis pas très longtemps, parce que si on regarde un peu dans le rétroviseur, on a eu des taux historiquement bas toute la fin de l'année. D'ailleurs, ça faisait un moment que ça durait. Bien sûr, en janvier, le taux moyen sur 20 ans était à 1%, plus bas historique. Et puis début février, on a commencé à avoir une remontée des taux. On est vraiment sur l'épaisseur du trait, 10 centimes en février, 20 centimes au mois de mars. Oui, effectivement, la hausse des taux a commencé et elle devrait se poursuivre. Donc elle s'amorce, on reste sur une petite remontée de taux, quelque chose de poussif pour le moment, mais qui pourrait commencer à dégager une tendance. C'est ça, c'est que c'est pas un épiphénomène, ça veut dire qu'il faut qu'on s'attend à ce que ça continue sur le reste de l'année. Oui, complètement, vous avez raison, nos partenaires bancaires dès la fin de l'année nous avaient dit on va commencer à engager une remontée des taux, elle va être lente, elle va être progressive, le but du jeu c'est surtout de ne pas bloquer le marché, mais c'est quand même de répercuter des évolutions comme celle de l'OAT, l'emprunt d'État, qui, après avoir fluctué en territoire négatif pendant très longtemps, s'est mis à progresser de façon significative. Oui. On touche les 1%. Alors, des fois, ça varie un petit peu en fonction des jours. Mais oui, clairement, on n'est pas du tout dans un épiphénomène. Surtout qu'on est sur une période de l'année où, normalement, on a plutôt les taux les plus attractifs, puisque le printemps de l'immobilier, qui constitue le deuxième trimestre de l'année, c'est l'année où on fait les projets, il commence à faire beau, on a envie de les visiter. Oui. On se projette pour la rentrée scolaire suivante. Donc, on est vraiment sur un moment clé de l'année. Le but du jeu, c'est vraiment de faire par petites touches. On va peut-être donner une référence pour vos téléspectateurs, mais quand j'empruntais 200 000 euros à 1% au mois de janvier, ou quand j'emprunte aujourd'hui 200 000 euros à 1,30, c'est 30 euros de mensualité en plus. D'accord. Donc, on n'est vraiment pas sur quelque chose de massif, mais effectivement, on engage une lente remontée des taux pour arriver peut-être à des taux un peu plus hauts en cours d'année. Alors, 30 euros de mensualité en plus, effectivement, selon le dossier, selon le profil, j'imagine que ça n'a pas forcément le même impact. On a vu effectivement dans une période de taux bas, des banques essayer de privilégier les meilleurs dossiers, c'est normal, c'est leur métier. Est-ce que du coup, sur ces bons dossiers, entre guillemets, 30 euros de mensualité en plus, ça va avoir un réel impact sur leur capacité de financement? Vous avez raison, absolument pas, parce que 30 euros, quand on emprunte 300 000, 400 000 euros, alors ça sera plus 30, ça sera peut-être 60, mais on reste sur des effets vraiment marginaux. Et puis si on rapporte les taux de crédit à l'inflation, même si on arrive à 1,5 versus 4,5 aujourd'hui dans les dernières annonces de l'INSEE, on est quand même sur encore des taux réels négatifs. Bien sûr, oui. Par contre, effectivement, pour des ménages plus modestes, 30 euros, ça joue. Et ça joue d'autant qu'en ce moment, le contexte des budgets des ménages est mis sous pression par le coût de l'énergie qui vient rogner le budget et qui vient impacter là aussi les marges de manœuvre. Donc clairement, ça joue pas pareil pour tous les profils. Et puis, on parle de 1% taux moyen, mais clairement, quand on est un très très bon profil, on n'empruntait pas à 1% avant, on empruntait plutôt à 0,7%. Et oui, donc en fait, on est toujours
en dessous de 1%, voire à 1% pour ces meilleurs profils. Exactement, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on est entre 0,95 et 1,07 en fonction de la situation géographique, mais on reste avec des taux historiquement bas. C'est effectivement les ménages les plus modestes, pour lesquels déjà les critères s'étaient resserrés et les banques étaient beaucoup plus vigilantes au vu du contexte économique, qui vont souffrir le plus de cette hausse. Mais encore une fois, tant qu'on ne touche pas aux 2%, on est encore dans des conditions de marché qui sont historiquement bonnes. Oui, c'est vrai que même avant la crise Covid, effectivement, on évoquait déjà un coût peu cher de l'emprunt. On va évoquer l'impact de l'inflation, notamment sur ces crédits, ou en tout cas sur la manière dont sont octroyés ces crédits. Juste avant, pour bien comprendre comment fonctionne cette remontée des taux, donc vous avez évoqué l'OAT. La BCE, pour le coup, n'a pas encore décidé d'augmenter ses taux. Ça peut jouer aussi sur la capacité de financement des banques et donc à financer les projets de l'autre côté. Aujourd'hui, quand les banques avec lesquelles vous échangez vous disent qu'elles remontent leur taux, déjà, est-ce qu'elles le font unanimement et est-ce qu'elles le font parce qu'elles sont obligées de le faire ou parce que la stratégie commerciale change un petit peu aussi? Alors, il y a un peu de tout dans les critères. Vous avez raison, toutes les banques ne le font pas de la même façon. On a quand même globalement un mouvement de place. On n'a pas de banque qui aujourd'hui baisse ses taux. Ça pourrait venir, c'est toujours parce que des sujets. C'est toujours la possibilité. Enfin, elles ont le choix de le faire. Ah, complètement. C'est de la stratégie tarifaire. Vous distribuez un service, vous pouvez décider de le facturer plus cher ou moins cher en fonction des conditions de marché, le prix de la matière première, le refinancement, mais aussi en fonction de vos concurrents. Donc aujourd'hui, on a plutôt un mouvement global vers la hausse. Les hausses, elles sont effectivement très différentes en fonction des banques. Il y a des banques qui vont avoir fait le choix de rester très bien positionnées parce qu'elles ont des objectifs ambitieux en matière de crédit immobilier pour 2022, donc elles vont toucher par touche de 10 centimes. Et puis il y a des banques qui souhaitent plutôt avoir un impact financier sur la distribution du crédit, reconstituer des marges ou augmenter des marges pour couvrir un risque potentiel. Et là, du coup, on va avoir des hausses qui peuvent monter à 30 ou 40 centimes en fonction des établissements. Donc, on a vraiment toutes les philosophies. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut mettre en concurrence les établissements bancaires et faire le tour des propositions possibles. Parce qu'en fonction de votre profil et de la politique de la banque, vous pouvez avoir des écarts de conditions qui sont extrêmement importants. On parlait des taux tout à l'heure, on parle souvent du taux moyen. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les barèmes des banques, on va trouver du 0,9% sur 20 ans et puis on va trouver des taux qui tutoient déjà les près de 2%. Alors, ce n'est pas forcément des projets que les banques ont envie de financer, mais en tout cas, on voit bien que l'écart entre les meilleurs taux et les taux les plus hauts s'élargit nettement. Il s'élargit déjà. Et alors, justement, le sujet inflation, qui est un sujet qui anime entreprises et ménages en France, et d'ailleurs pas qu'en France, dans beaucoup de régions dans le monde, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'acceptation ou l'octroi d'un crédit ? Alors, sur les taux déjà, non, parce qu'on n'est pas forcément, c'est pas la première prise de la banque sur la pratique des taux, mais après, vous avez raison, sur l'octroi d'un financement, oui, ça peut avoir un impact. Alors, c'est quelque chose qu'on surveille de très près pour les semaines à venir, si toutefois on continue à avoir des tensions très fortes sur les prix, puisque dans les critères des banques, il y en a deux. Il y a celui qui est le plus connu, c'est le taux d'endettement, et ça, il faut rentrer dans les fourches codines du HCSF, 35% de taux d'endettement avec assurance emprunteur, mais il y en a un peu moins connu, que toutes les banques pratiquent et qui n'est pas réglementé, c'est le reste à vivre, c'est-à-dire le reste pour vivre. La banque va fixer un seuil et se dire, par exemple, moi j'estime que pour un couple, il faut qu'il reste 800 € après le paiement des crédits pour payer l'énergie, l'alimentation, les impôts, les assurances et les loisirs. Et si on a des tensions inflationnistes sur les prix à la consommation, comme on les a aujourd'hui, la banque, elle peut par mesure de prévention se dire qu'en fait ce reste à vivre n'est plus suffisant et qu'il faut l'augmenter. Au minimum en pourcentage de l'inflation, par exemple. Ça pourrait être le cas, ou en tout cas franchir de nouveaux seuils et se dire, mais en fait, je suis obligée de tenir compte de cet impact sur le budget des ménages, et donc je ne peux plus exiger la même chose de mes clients. Il va falloir que je remonte ces seuils. Et ça risque d'être une deuxième embûche pour les emprunteurs. Alors, ce qui est difficile, c'est que, je vous le disais, c'est pas réglementé. Bien sûr. Donc, chaque banque a sa politique. Et là aussi, il va être important de voir quelles sont les banques qui sont les plus souples en fonction de votre situation pour arriver à trouver un crédit. Et alors, quand on parle de crédit immobilier, on se demande évidemment si ça va avoir un impact sur le marché immobilier. On a vu, par exemple, un certain nombre de gens quitter Paris, par exemple, la capitale, pour aller vers d'autres villes de province, ou alors essayer de s'éloigner un petit peu des centres-villes pour aller chercher un petit peu de verdure un peu plus loin. Bon, ça marchait quand on avait un budget essence très maîtrisé. Là, avec la flambée des prix de l'énergie, est-ce que ça peut du coup remettre en cause? D'un côté, on va regarder le reste à vivre, on va voir que ce reste à vivre va augmenter parce que l'essence coûte plus cher. Ça peut remettre en cause des projets immobiliers ou Clairement. Oui, clairement, parce qu'en fait, effectivement, la banque, elle regarde l'évolution de vos charges en fonction de votre projet. Quand l'essence n'est
pas très cher et que vous vous mettez à 50 km de votre lieu de travail avec seulement 2 jours de télétravail dans la semaine, ça veut dire que potentiellement votre budget essence va augmenter. Et si votre budget il est très serré, que vous êtes au maximum de votre taux d'endettement, donc la banque elle est jamais sur un seul critère, hein, elle va vraiment prendre en considération l'ensemble du dossier. Donc que tous les feux sont un peu orange, que c'est vraiment serré un peu partout, ce critère-là va rentrer en ligne de compte bien sûr, et la banque peut dire mais en fait votre budget essence il va doubler ou il va tripler, et en plus en général on n'achète pas un bien moins cher, on achète un bien au même prix mais plus grand, et là du coup en fait ça oui, peut et avoir puis surtout en fait on achète le bien que tout le monde veut, en l'occurrence depuis 2 ans, puisqu'il y a une ruée sur les mêmes types de biens. Mais vous avez carrément raison, on est vraiment dans la convergence des besoins depuis la crise sanitaire. Tout le monde veut un peu plus d'espace vert, un peu plus d'intimité, un peu plus d'espace tout court. Et du coup, on a vraiment une tension sur les biens immobiliers, les maisons principalement, mais aussi tous ceux qui vont accorder un peu de qualité de vie. Et du coup, effectivement, vous avez des prix qui augmentent sur ce type de biens. Donc, on va avoir des budgets plus élevés, mais aussi des budgets d'essence plus élevés. Donc, ça peut coincer sur le budget. Donc, un ménage qui serait propriétaire d'une première résidence, par exemple en centre-ville, qui voudrait la vendre pour ensuite aller plus loin en se disant ça va peut-être me coûter un peu moins cher, j'aurai plus d'espace et globalement ça rentre dans mon budget, peut se voir dire attention, vous n'avez pas pris en compte que l'essence coûte plus cher, que votre reste à vivre n'est pas celui d'il y a un an et du coup le projet passe pas. Complètement, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment l'ensemble du budget du ménage qui est analysé. À prix immobilier identique, si vous augmentez vos autres charges, la banque peut trouver que si, encore une fois, tous les autres critères sont serrés, celui-là est celui qui fait un peu déborder le vase, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et dire non, on n'ira pas sur ce projet, on ne le financera pas parce qu'il est trop serré. Mais encore une fois, on est vraiment sur l'analyse, on est à des retours de fondamentaux de marché qu'on n'avait pas connus depuis 3-4 ans. La banque, elle ne regarde pas qu'un seul critère pour définir sa décision, elle va vraiment analyser tous les points du dossier. La gestion budgétaire et les marges de manœuvre budgétaires sont essentielles. Et alors, pour finir, quand on voit des taux de crédit remonter, on peut s'attendre du coup à ce qu'il y ait un peu moins d'acheteurs sur le marché et donc voir des prix de l'immobilier qui baissent. C'est le cas aujourd'hui? On peut s'y attendre prochainement ou c'est la question à 1 000 € évidemment, mais... C'est effectivement difficile de préjuger. Normalement, quand on a des taux qui remontent, on a une période de latence entre l'évolution des prix et le rattrapage des taux. En général, c'est au moins 1 an, le temps que les vendeurs se rendent compte que ça commence à coincer. Là, on a une telle tension sur les biens immobiliers on craint que ça ne prenne encore plus de temps. Le garde-fou qu'on va avoir, c'est le taux d'usure, parce qu'il a changé pour le trimestre à venir. Le taux d'usure, c'est le taux maximum que les banques ont le droit de pratiquer pour l'ensemble des éléments de votre financement. Il n'a pas augmenté parce que les taux étaient très bas en début d'année. Du coup, les banques vont devoir aussi composer avec ça et peut-être qu'elles vont ralentir un peu la hausse pour pouvoir continuer à financer des dossiers. Les prix de l'immobilier, il va falloir encore être patient. Merci beaucoup, Cécile Rockler, de nous avoir détaillé un petit peu cette remontée des taux de crédit immobilier et leur impact sur vos crédits et sur le marché de l'immobilier. Cécile Rockler, je rappelle que vous êtes directrice des études d'Empruntis. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve lundi dans un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous regarder en replay ou à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast.